Bonjour, my name is André Guillemette. I am a service manager with the Children's Aid Society of Ottawa. As well as being a funding sponsor for the symposium, the Children's Aid Society of Ottawa has been a funding partner as well as an active member of the Fetal Alcohol Resource Program Advisory Committee since its inception. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de présenter Maude Champagne, qui est étudiante au doctorat en neurosciences à l'Université Queen's. Elle est travailleuse sociale et psychothérapeute agréée. Elle est en pratique privée au Centre d'Ottawa de thérapie de l'attachement et de la traumatologie. Elle a complété sa maîtrise en travail social en rédigeant une thèse sur l'expérience des parents qui suivent une psychothérapie du développement dyadique pour mieux soutenir leur enfant avec un trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale et un traumatisme développemental. Dans le passé, elle a aussi participé à la mise en œuvre de programmes de travailleurs spécialisés en TSAF à Vancouver et à Ottawa. Elle siège sur le comité de santé mentale auprès de Doc for Life en tant que professionnelle et parent adoptif. Bon colloque. Bonjour tout le monde, Maude Champagne. Je vais vous parler aujourd'hui du TSAF et des comportements qui compromettent la sécurité. Donc, c'est une présentation d'1 heure. Je vais aussi vous parler de différents cas. Ce ne seront pas des cas réels, mais basés sur des cas que j'ai déjà eus dans différentes villes. Mais c'est fait de façon qui n'est pas identifiable. Donc, pour me présenter un peu, je suis psychothérapeute à Ottawa Center for Attachment and Trauma Therapy, à OCAT. Je suis aussi membre du comité de santé mentale de Adopt for Life et je suis aussi étudiante à Queen's University. Je fais un doctorat en neurosciences avec Dr. James Reynolds, surtout sur le TSAF et sur les troubles neurodéveloppementaux. Et cette université-là aussi est affiliée avec Kids Brain Health Network, le réseau de recherche avec lequel j'ai reçu des fonds, entre autres, pour une des recherches que je vais vous parler aujourd'hui. Donc, ce qu'on m'a demandé de parler aujourd'hui, dans le fond, c'est des comportements qui compromettent la sécurité des enfants et de leur famille. Donc, je vais spécifier un peu de quoi je parle quand je parle des comportements qui compromettent la sécurité. Et surtout, c'est de vous donner des pistes de stratégie, que ce soit si vous êtes un parent ou si vous êtes un professionnel travaillant avec les familles impactées par le TSAF. Puis, on va analyser différents types de situations à risque. Si vous faites face à des situations qui sont plus en rapport avec la sexualité, il y a un workshop qui est strictement sur cette problématique-là avec Pascal Gagné. Donc, je vous invite à regarder celle-là parce que je vais en parler peu, comme il y a déjà quelque chose de spécifique sur cet aspect-là. Donc, quand on parle des comportements qui sont dangereux, on parle des comportements qui peuvent compromettre la sécurité d'une personne. Puis là, on parle de autant la sécurité de l'enfant, donc si l'enfant s'automutile, si l'enfant a des comportements, par exemple, de fugue, partir avec des étrangers, c'est des comportements qui sont dangereux pour lui. Puis il y a des comportements aussi qui peuvent être dangereux pour les frères et sœurs, par exemple, pour les gens dans la classe, les autres élèves, l'enseignant, et aussi pour les parents. Puis les comportements dangereux peuvent vraiment causer un traumatisme au niveau de la famille, au niveau des personnes qui peuvent être en contact avec la personne qui a le TSAF et qui a ces comportements-là. Mais parfois aussi, on peut parler seulement de comportements difficiles. Là, ce que je fais référence par comportement difficile, c'est si la personne, par exemple, je suis un parent d'un enfant qui a un TSAF, j'essaie de travailler, j'ai quelqu'un qui constamment va venir me poser des questions, me déranger dans mon travail, ou d'autres comportements, par exemple, vous êtes à un rendez-vous, l'enfant se lève constamment, on fait des choses qui sont un peu inappropriées, mais pas nécessairement dangereuses. À ce moment-là, on peut parler de microagression. C'est qu'à long terme, à chaque fois que tu as ces comportements-là, à tous les jours, la personne peut quand même venir très épuisée. Moi, je compare ça des fois, c'est comme quelqu'un, c'est une petite aiguille, puis tu fais juste achaler la personne. Au début, c'est pas si pire, mais à long terme, ça peut devenir traumatisant. Donc, c'est là qu'on parle de microagression. Puis, ces microagressions-là peuvent devenir traumatiques
à la longue. Excusez-moi, j'avais une petite animation qui n'a pas trop fonctionné. Donc, par contre, aujourd'hui, on m'a demandé de vraiment me mettre mon énergie là, sur les comportements qui sont dangereux. Par contre, les comportements difficiles, si vous aimeriez en entendre parler, je vous invite à regarder le TSAF 101 qui est disponible par la plateforme de Able2 ou de regarder tout simplement ce guide-là en français qui s'appelle Stratégie et non solution. Dans le fond, ce qu'on veut avant les comportements dangereux ou les grosses crises, c'est de prévenir ces comportements-là qui peuvent être très dangereux. Donc, par exemple, on va vous recommander des stratégies pour avoir une routine très stable. On va regarder à l'aspect sensoriel. Est-ce qu'il y a trop de lumière pour la personne? Est-ce qu'il y a trop de bruit? Comment on peut adapter ça dans la classe? Est-ce qu'on peut donner des pauses pour que la personne puisse se déplacer, par exemple? Donc, il y a toutes sortes de stratégies liées à la routine, aux diverses situations qui, juste en faisant ça, vont prévenir énormément de comportements qui sont adéquats. Parfois aussi, c'est de regarder nos attentes et de dire, bon, est-ce que c'est si important pour moi que mon enfant s'assoie 45 minutes à la table quand il est très hyperactif? Donc, c'est de revoir un peu aussi nos attentes et de dire, est-ce que mes attentes sont en lien avec ce qui est possible pour mon enfant? Donc, ça, c'est un peu la première étape. Donc, moi, par exemple, comme je vous dis, je vais parler plus des comportements qui sont dangereux. En particulier, pourquoi on m'a demandé de faire ça, c'est que dans une recherche que j'ai faite à Able2, qui était subventionnée par MyTax et Able2 et Queen's University, on a fait un sondage où on a eu 17 réponses des familles du programme sur le trouble du spectre de l'alcoolisation fétale à Able2 et on a fait 10 entrevues. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a un très grand taux de problématiques au niveau des comportements dangereux et qui sont en augmentation. En fait, les comportements difficiles aussi sont en augmentation. Le stress chez les familles, les symptômes de dépression aussi. On a plusieurs familles aussi même qui nous ont dit qu'ils avaient parfois peur pour leur vie. Puis en plus d'être devant des situations qui sont alarmantes, qui sont très difficiles à gérer, on n'a plus les mêmes services qu'avant. Donc, les familles, dans ces situations-là, parfois doivent appeler la police et ce n'est pas toujours une réponse adéquate qu'ils vont avoir de la part de la police, malheureusement. Sans vouloir blâmer personne, là, je rapporte simplement ce que les familles rapportent. Avant, il y avait des crises de santé, pas des crises, mais des unités de crise en santé mentale qui pouvaient venir à la maison. À cause du COVID, les familles n'ont plus accès à ça et c'est très problématique. Donc, je vais parler aujourd'hui, dans le fond, de comment on peut répondre en tant que communauté et pas seulement en tant que parent ou en tant que thérapeute à cette problématique-là de comportement violent. Et je fais référence aussi aux comportements violents qui viennent de l'enfant envers le parent ou envers les frères et sœurs. Puis là, je ne fais pas ça dans une perspective où est-ce qu'on veut ajouter du stigma sur les personnes qui ont un TSAF, de dire que c'est des personnes qui sont violentes. Non, en fait, les personnes qui ont un TSAF sont souvent victimes de violences, victimes d'abus et de diverses situations difficiles dues à leurs troubles cognitifs. Mais malheureusement, à cause du trauma et à cause de leurs troubles cognitifs, de d'autres causes qu'on va explorer plus loin, il y a des comportements parfois qui sont dangereux pour leur entourage. Donc, ce que ça prend, en fait, c'est une réponse communautaire. Je trouve que c'est beaucoup de pression quand on met la réponse à ces comportements violents-là juste sur le parent. Le parent est parfois déjà dans un état où est-ce qu'il est déjà traumatisé ou en ce qu'on appelle block care, je vais en parler plus loin, en français on pourrait dire soins bloqués. Donc, toute la famille a besoin d'aide.
Donc ici, si on regarde mes petits logos, dans le fond, tu as l'individu autour et ce qu'on doit faire, c'est aider sa famille. On doit aller vraiment trouver des gens qui vont être capables d'être là pour la famille en entière. Donc, par exemple, c'est d'identifier des voisins qui, en temps de crise, pourraient venir aider le parent. Pas dans un esprit de confrontation, dans un esprit de blâmer l'enfant, mais pour montrer que le parent n'est pas seul. Et souvent, ce qui arrive, c'est qu'un enfant va avoir un comportement dans un milieu social et un comportement autre à la maison. OK, on est tous un peu plus confortables, par exemple, d'être à la maison avec notre propre famille. On va se permettre des comportements qu'on ne ferait pas au travail, par exemple. Donc, quand tu as un voisin qui arrive ou un ami, souvent, l'enfant va retourner à un comportement social plus adéquat. Donc, ça, c'est une des stratégies. On veut aussi que l'école, que la famille élargie, si possible, soit formée sur pourquoi les enfants qui ont un TSAF peuvent avoir des comportements dangereux et savoir aussi quoi faire. Donc, excusez, c'est mon chien. Donc, par exemple, si il y a des familles qui ont des voisins, d'autres familles autour qui savent qu'ils peuvent vraiment avoir confiance, qui connaissent un peu les problématiques de l'enfant. Donc, ils savent qu'ils doivent assurer une plus grande surveillance, par exemple, quand l'enfant vient à la maison. Donc, ça, c'est vraiment un facteur de protection. Pour les personnes qui ont un TSAF, qui sont plus vieilles, on peut penser au travail, on peut penser aussi au niveau de la justice, aussi la police, quand tous ces réseaux-là ou ces domaines-là de la communauté connaissent le TSAF, connaissent comment répondre à une personne qui est en crise et comment ne pas nécessairement judiciariser ces comportements-là, on peut vraiment venir amener un support à l'individu et à sa famille. Ce qu'on aimerait. Donc, ce qu'on propose, c'est vraiment une réponse communautaire. Donc, là, je vais parler un peu de ce que vous faites faire si vous travaillez directement avec la personne. Et on va analyser un peu les différentes causes de pourquoi quelqu'un aurait des comportements dangereux. Donc, par exemple, on a les troubles d'attachement. Donc, ce qu'on sait, si vous avez écouté aussi ma présentation sur le TSAF et le trauma et DDP, vous avez sûrement appris sur le lien entre le trauma, l'attachement et le TSAF, mais au cas où, je me répète un petit peu. Donc, les troubles d'attachement, dans ma recherche avec MyTax, tous les enfants avaient eu ce qu'on appelle des brisures d'attachement. Donc, une brisure d'attachement, c'est que par exemple, tu es avec ton parent biologique et il y a une coupure, on te retire de cette figure d'attachement-là et on te place en famille d'accueil, dans un orphelinat ou en adoption. Donc, il y a des gens qui vont dire, oui, mais ce n'était pas un endroit adéquat. Tout de même, c'était tout ce que l'enfant connaissait et on sait que même si l'enfant est tout petit, même si l'enfant ne se souvient pas de ce qui s'est passé, ça a quand même un gros impact. Et d'un individu à l'autre, il va y avoir des impacts qui vont être différents. Donc, ce que ça fait aussi pour les enfants qui ont des troubles d'attachement qui sont plus sévères, on parle, par exemple, d'un attachement qui est désorganisé, ça peut être la cause de beaucoup de comportements dangereux et inadéquats. Il y a des parents qui nous ont dit, par exemple, pendant la COVID, le fait qu'ils étaient toujours avec leur enfant, c'était trop de pression pour eux et pour leur enfant. Donc, ce qui arrivait, c'est qu'à un moment donné, il n'y a pas d'espace un peu pour respirer puis se sortir un peu de cette relation-là d'attachement qui est beaucoup de pression pour un enfant avec des troubles d'attachement et ça pète. Donc, on a cet aspect-là. De là, l'importance d'avoir d'autres personnes dans la vie de l'enfant, non pas seulement les parents. Aussi, ce qu'on voit, c'est que ça va venir par vague. Donc, un enfant qui a un trouble d'attachement désorganisé, il va être très, très proche. Donc là, le parent est comme, ah oui, ça fonctionne, ça marche, mon enfant s'attache. Et là, à un moment donné, cette proximité-là va être très épeurante pour l'enfant et boum, ça pète. L'enfant va tout faire et faire des choses à l'extrême pour que l'enfant, pour que le parent se tasse et pour tester un peu ses limites et la relation d'attachement.
Donc, c'est très difficile pour l'enfant et c'est très difficile pour les parents de vivre ça et pour les autres personnes aussi qui vivent dans la maison. Ça a un impact aussi parfois sur l'école ou le travail si c'est un jeune adulte. Donc, ça, c'est en particulier de ce que moi, je vois dans ma pratique, il y a une grosse partie qui c'est l'attachement aussi. Il y a une grosse partie aussi que ça peut être la relation. Donc, des fois, on va voir qu'avec un des deux parents, il y a une relation différente. Donc, parfois, l'enfant va s'en permettre plus avec un parent ou l'autre. Dans le cadre là, des parents où est-ce que c'est une relation hétérosexuelle, on voit souvent que c'est envers la mère. Par contre, s'il y a eu, par exemple, des gros abus sexuels envers l'enfant de la part d'un homme, ça peut être plus envers l'homme. Et de la même façon, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il peut en avoir un des deux qui a une approche beaucoup plus autoritaire. Donc, l'enfant va peut-être s'en prendre moins à cette personne-là. L'autre aspect que je dirais, c'est l'imitation. Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup dans le TSAF, mais moi, je les appelle, c'est comme des miroirs au niveau des émotions, mais au niveau des comportements aussi, ils imitent énormément. Et malheureusement, les personnes qui ont des TSAF sont souvent dans des classes avec d'autres enfants qui ont des troubles de comportement, fait qu'ils peuvent aussi imiter certains comportements qu'ils ont vus et penser, OK, ça, c'est un comportement que quand tu es un ado, c'est correct. Un autre aspect, ce serait l'impulsivité. Donc, l'impulsivité, la majorité des personnes là, qui ont un TSAF sont aussi diagnostiquées avec un TDAH. Dans le fond, c'est souvent tout simplement les symptômes du TSAF. Quand on parle d'impulsivité, on parle, la personne n'arrive pas à penser avant d'agir. Donc, il monte de 0 à 100 vraiment vite, puis il ne pense pas avant d'agir. Donc, ça peut être aussi une des raisons pourquoi on va avoir des comportements dangereux. Il y a tout l'aspect aussi des troubles sensoriels auxquels je faisais référence tantôt. Moi, je recommande toujours d'aller voir un ergothérapeute qui est spécialisé en troubles sensoriels et d'essayer de voir dans quel domaine la personne a des sensibilités et d'essayer d'aller adapter l'environnement pour cette personne-là pour réduire les crises. Parfois, c'est aussi simple que de réduire, par exemple, la quantité de travail qu'ils ont à faire, de ne pas demander à ce qu'ils soient assis trop longtemps, puis juste de leur dire aussi, je pense que tu as des difficultés quand il y a beaucoup de bruit. Et quand tu commences à voir que c'est trop, dis-le. Et on voit qu'à force de pratiquer, on a beaucoup de jeunes qui sont en fait capables de parler de leurs besoins, de dire, moi, j'ai besoin de ça en ce moment. Et on va prévenir beaucoup de comportements. Donc, les expériences traumatiques que la personne aurait pu vivre et d'être confrontée à ces expériences traumatisantes-là par des triggers ou des choses qui peuvent leur rappeler, on peut voir une augmentation des comportements dangereux. Une autre chose qu'on voit aussi, c'est que, par exemple, un enfant qui a vécu des grosses ruptures à telle saison ou tel mois de l'année, parfois, c'est comme si le corps s'en rappelle et on va voir une augmentation de ces comportements-là qui peuvent être liés au trauma. Donc, c'est vraiment d'aller nommer pour l'individu. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es stressé en ce moment? Peut-être que c'est telle chose. Et je pense que des fois, on a de la misère à vouloir nommer les choses pour les jeunes parce qu'on a peur de mettre des mots dans leur bouche. Mais parfois, ils ne sont pas capables de trouver les mots, de dire, je me demande si, est-ce que ça serait ça ou ça serait plus ça? De donner deux choix, des fois, il faut dire oui ou non. Ou des fois, je vais tout simplement dire, je pense que peut-être qu'est-ce qui se passe, c'est que c'est vraiment difficile d'être toujours avec ton parent en ce moment et que, est-ce que c'est ça ou non? Puis des fois, ils vont dire oui, c'est ça, vraiment. Et tu le vois dans leur visage, ils sont comme OK, elle vient vraiment de comprendre qu'est-ce que je vis. Ou des fois, ils vont faire comme ah, oui et non. Et ils vont venir mettre un petit bémol un peu sur qu'est-ce qu'on a exprimé pour eux. Il y a différentes méthodes, en fait, aussi pour traiter le trauma. J'avais parlé de DDP. Il y a aussi le brain spotting qui peut être intéressant, qui est très similaire au EMDR, si vous connaissez. Donc, comme nous, à O4, on a plusieurs
plusieurs techniques, en fait, pour traiter le trauma des personnes. Et même s'ils ont un TSAF, ils peuvent quand même retrouver un autre niveau de fonctionnement et résoudre certains de leurs traumas. Donc, je voulais aussi parler de tout ce qui est troubles cognitifs. Donc, les troubles cognitifs, c'est la cause majeure des troubles, des troubles de comportement ou de tous les comportements dangereux des personnes qui ont un TSAF. Et ce qu'on va voir, par exemple, c'est de ne pas penser avant d'agir, de ne pas penser aux conséquences à long terme. Et même parfois, c'est que même s'ils connaissent la règle, même s'ils savent qu'il va y avoir une conséquence, c'est à plus long terme qu'ils ne vont pas voir la problématique. Donc, je vous donne un exemple. J'ai donné cet exemple-là souvent. Il y avait un élève, quelqu'un me racontait, il y avait un élève qui, après l'éducation physique, avait très soif. Puis il savait qu'il ne pouvait pas boire avant la récréation. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il allait à sa place. Il y avait beaucoup de comportements très, très dérangeants, pour ne pas dire violents, pour être finalement sorti de la classe parce qu'il savait qu'en sortant de la classe, il pourrait aller boire. Donc, on voit qu'il y a une certaine habileté à voir le cause à effet, mais peut-être pas le big picture, comme on dit en anglais. Donc, en premier, c'est vraiment, quand on voit un comportement qui est inadéquat, c'est d'aller voir un peu ces cercles-là, de dire qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez cet enfant-là? Qu'est-ce qui pourrait causer le comportement? Et dépendamment de la cause, on va avoir une réponse différente. On s'entend que des fois, c'est pas juste contextuel, ça peut être comme leur vase est plein. OK? Puis le vase d'une personne qui a un TSAF est presque tout plein tout le temps. OK? On sait que juste par le fait qu'ils ont été exposés prénatalement à l'alcool, ils ont une réactivité très grande au stress. Donc, par exemple, moi, à travers ma journée, mon niveau de stress va fluctuer. OK? Et il commence, disons que je donne un chiffre à peu près, là, disons qu'il commencerait à un niveau d'hormone de stress de 40, eux, ils commencent déjà en haut. Ils ont toujours un niveau de base d'hormones de stress plus haut que la population générale. Donc, quand on dit, comme j'ai dit tantôt, ils vont de 0 à 5, ils ne vont pas vraiment de 0 à 5. Dans le fond, ils sont déjà hauts, mais on ne le voit pas. Aussi, des fois, c'est juste le fait qu'ils ont une grosse accumulation de manque de sommeil. Que les personnes qui ont un TSAF, la majorité ont des gros troubles de sommeil. Donc, pensez, si vous avez déjà vécu, à être sur le décalage horaire. Comment on peut avoir mal au cœur, on ne se sent pas bien, on est fatigué, on est comme marabout. Mais pour eux, c'est leur réalité quotidienne, pour la majorité d'entre eux. Pas pour généraliser, le trouble du spectre de l'alcoolisation fœtale, c'est un spectre, donc ils sont tous différents. Donc ça, c'est vraiment à prendre en compte. Puis je pense que ça nous aide à avoir de l'empathie pour certaines de leurs réactions. Donc, parfois, c'est situationnel. On peut vraiment aller voir, OK, qu'est-ce qui s'est passé dans cette situation-là? Mais parfois, c'est tout simplement un ensemble de facteurs, OK? Si vous pensez, là, mettons, Maude, elle n'aurait pas dormi de la nuit, j'aurais des traumatismes, là, le lendemain, j'arrive, puis là, il y a plein de lumière, plein de bruit, moi, je suis sensible à ça. Ça se peut que je pète pour une pécadille. C'est pas vraiment ce qui s'est passé, c'est plus que mon vase était très plein. Donc, c'est vraiment d'analyser un peu le pourquoi. Une chose que moi, personnellement, je trouve qu'en TSAF, on en parle vraiment, mais comme vraiment pas beaucoup, c'est toutes les habitudes de vie qui sont les bases, dans le fond, de la santé mentale. Donc, Daniel Siegel, c'est un auteur que moi j'aime beaucoup, qui a fait Mindset et il a développé, il fallait voir son site web, je l'ai mis ici, un modèle où est-ce que c'est vraiment la base. Comment tu fais pour amener quelqu'un à avoir une bonne santé mentale? Et parfois, ce qu'on fait avec les personnes qui ont un TSAF, on part, oh mon Dieu, cette personne-là a des gros traumatismes, elle a un TSAF, boum, voici ce qu'on fait, trauma therapy ou des grosses interventions. OK? Mais ce que j'essaie de commencer, c'est vraiment avec la base, OK? Même moi, si je vais chez le médecin, je dis ça ne va pas, je suis stressée, ils vont dire, bon, Maude, est-ce que tu dors-tu bien? Est-ce que tu fais de l'exercice? Est-ce que tu as du temps social? Je sais que c'est difficile en ce moment, mais entre autres. Est-ce que tu as du temps pour jouer, de connecter avec les autres?
du temps pour relaxer et du temps pour focusser aussi sur qu'est-ce que tu vis. On peut appeler ça en anglais mindfulness, exercice de pleine conscience. C'est les questions qu'on va se faire poser avec quelqu'un qui a un TSAF, souvent on ne pose pas ces questions-là. Donc, moi, j'aime commencer par dire comment cette personne-là dort. Là, je sais que c'est difficile d'avoir un examen ou des tests pour les tests du sommeil ici en Ontario, mais si vous pouvez avoir un test du sommeil, je le recommande fortement pour que le sommeil puisse être adressé parfois par la médication ou par d'autres techniques. Ensuite aussi, c'est d'ajouter des temps sociaux pour la personne. En ce moment, je sais que c'est encore plus difficile, mais on peut penser, est-ce que ça peut être en ligne? Est-ce que ça peut être de façon à distance, sécuritaire? Vraiment d'identifier des personnes avec lesquelles ils vont pouvoir avoir du temps social, supervisé s'il faut. On parle aussi de donner à la personne des temps pour jouer avec une autre personne. Et on parle des jeux aussi. J'essaie vraiment de viser des jeux où est-ce que c'est juste pour avoir du plaisir, c'est pas pour avoir un esprit de compétition nécessairement. Un temps où est-ce que pour le parent et pour l'enfant, c'est un temps qui est agréable. Aussi, on peut parler de tout ce qui est l'exercice physique. OK? Puis même si c'est un petit peu à la fois, c'est correct. On commence un peu et on augmente si on peut. Tout ce qui est souvent, en anglais, on appelle ça heavy work, du travail lourd. OK? Donc, déplacer des meubles s'il faut, des poids, aussi tout ce qui est mouvement rythmique, si vous êtes capable d'avoir une balançoire. Tout ça, c'est des choses qui sont très gagnantes pour les personnes qui ont un TSAF. Et la clé de ça, c'est aussi de le faire avec la personne au début. OK? Ça se peut qu'ils soient hésitants et ils ne vont probablement pas être capables d'initier ça non plus. Donc, au début, on va avoir besoin d'une personne ressource pour l'initier avec la personne. Donc, à cause des fonctions exécutives qui sont parfois affectées, ça impacte l'habileté de la personne de débuter une tâche, de l'initier. Donc, on veut que ça devienne naturel chez la personne, puis que la personne commence à y prendre goût. Donc, on a besoin, de toute évidence, d'une autre personne qui va l'aider. Aussi d'aider la personne à avoir des temps relax, d'avoir peut-être des apps là, aussi sur leur téléphone, comme il y en a un qui s'appelle My Life, Calm App aussi. C'est des très bonnes applications où est-ce que la personne peut faire des exercices pour se relaxer. Ça, c'est quelque chose qui peut être très difficile pour les personnes avec le TSAF. L'habileté à gérer leur temps libre peut être très, très problématique. Donc, ce qu'on veut, c'est de les aider. Moi, ce que je fais des fois, c'est que je leur fais un petit tableau, pas un sticker chart nécessairement, là, que là, oh bon, si tu ne fais pas ça, tu as une punition, tout ça. Dans le fond, c'est que je veux juste voir, est-ce que tu le fais? Si on le fait 4 fois, la prochaine fois, on peut peut-être essayer de le faire 5 fois dans la semaine. Puis ça, je vous le dis, ça va faire une grosse différence. Pourquoi j'ai commencé à adopter ce modèle-là aussi, c'est que il y a un algorithme qui a été sorti pour la médication pour les personnes qui ont un trouble du spectre de l'alcoolisation fétale. Maintenant, avant, c'était seulement pour les adultes. Maintenant, ça va pour les enfants, je pense, à partir de 11 ans. Je vous ai mis le lien sur ma diapo. Et c'est en collaboration, dans le fond, avec le prescripteur. Il y a un psychiatre qui peut aider à trouver la bonne médication. Par contre, ce qu'ils vont regarder toujours au début, est-ce que la personne dort bien, est-ce qu'elle mange bien, est-ce qu'elle fait de l'exercice. Donc, ils vont regarder à ces aspects-là avant et ça devrait être vu avant même de considérer la médication. Pourquoi? C'est que les personnes qui ont un TSAF peuvent prendre la médication, mais on sait qu'ils ne répondent pas de la même façon. Parfois, les effets secondaires peuvent être pires sur ces individus-là. Donc, de là pourquoi ils ont développé cet algorithme-là. Donc, ce que je vous dis, c'est, dans le fond, avant même, ou même si votre enfant prend déjà de la médication, c'est d'aller voir comment je peux améliorer les aspects de la base de la santé mentale, dans le fond, en premier lieu.
et ensuite de reviser peut-être la médication. Encore là, moi, je suis psychothérapeute, je ne suis pas docteur, donc je ne peux pas vraiment aviser, donner des conseils sur le sujet bien particulier. Donc, un autre aspect qui est vraiment important, c'est l'armure de la honte. L'armure de la honte, je trouve ça important parce que c'est quelque chose qu'on voit énormément chez les enfants qui ont un TSAF et surtout ceux qui ont un trauma. Donc, c'est relié beaucoup à l'attachement, c'est insécuritaire, mais aussi, je pense que c'est le fait que les personnes qui ont un TSAF ont souvent, ils ont vécu beaucoup de relations qui sont difficiles, même s'ils sont possiblement dans leur famille depuis qu'ils sont petits, à cause de leur comportement qui est inadéquat. Donc, ce qui arrive, dans le fond, c'est quoi l'armure de la honte? C'est que si tu me dis, Maude, je pense que tu n'as pas remis le bouchon sur le tube de pâte à dents. Donc, je vais prendre l'armure de la honte, je vais nier dans le fond que c'est moi, OK? Soit que je vais blâmer quelqu'un d'autre. Non, c'est toujours toi, c'est toujours mon frère. Et même des fois, ce qui est très surprenant, on voit des enfants où est-ce qu'ils vont blâmer quelqu'un qui n'était même pas là ou tomber par terre et blâmer la personne qui était à 2 mètres. On voit toutes sortes de trucs qui n'est pas nécessairement réalistes. Ils vont minimiser, mais non, c'est pas si grave. Tu sais, pour des situations, des fois, qui sont très graves, là, c'est vrai qu'un bouchon sur un tube de pâte à dents, c'est comme pas très grave, mais on a des situations qui sont très graves. Par exemple, prendre une bouteille de médicaments, faire une fugue, avoir des comportements sexuels très inappropriés, toucher à quelqu'un d'autre de façon inappropriée. Donc, ils vont minimiser l'impact de ça. Ou ils vont se tourner vers le mensonge, simplement dire c'est pas moi. Ils vont inventer toutes sortes d'histoires. Petit bémol ici, ça c'est un modèle qui a été fait pour les personnes qui ont un trauma, pas pour le TSAF. Au niveau du mensonge, oui, ça peut être un mensonge, mais quand on a le TSAF, ça peut être aussi la confabulation. Où est-ce que la fabulation, en fait, c'est un trouble de mémoire qui fait que la personne ne va pas bien se souvenir de différents événements, mais elle se croit vraiment là-dedans. Là. C'est vraiment ça que son cerveau se rappelle. Donc, elle ne va pas nécessairement mentir de façon volontaire. OK? Parfois. Et parfois, ça va être de la rage. Donc, on va penser à tout ce qui est comportement violent et des cris, exemple. Donc, ce que ça amène un attachement insécure et aussi quelqu'un qui a énormément eu de problématiques au niveau social avec des relations qui sont clés dans leur vie, ils vont nier la honte, ils vont nier ce qui se passe. Ils vont avoir aussi, leur identité va être autour de « je suis une personne mauvaise », non pas « j'ai fait quelque chose de mal ». Faire quelque chose de mal, c'est plus se sentir coupable. Ils ne vont pas se sentir dignes d'être aimés, je ne mérite pas qu'on m'aime. Parfois, ils vont s'auto-punir. Ils vont avoir beaucoup de difficultés à avouer leurs torts, à gérer leurs émotions. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment difficile pour les parents. Les parents aimeraient beaucoup que ces enfants-là avouent leurs torts. Ce qu'on va voir aussi, c'est un gros manque d'empathie. Ils ne vont pas voir l'impact de leur comportement sur l'autre. Donc, comme je dis, ils vont utiliser, dans le fond, l'armure de la honte. Sans passant, c'est écrit en petit, là, mais c'est un modèle qui a été fait par Kim Golding et Dan Hughes dans DDP, la psychothérapie dyadique développementale. Donc, ce qu'on veut, c'est que les comportements qui sont inadéquats soient rencontrés avec empathie à travers une discipline positive. Donc, si vous avez fait un TSAF 101, vous savez que le moins possible, on va aller vers des punitions. On va aller vers un modèle où est-ce qu'on va répondre avec empathie. Donc, je vous donne un exemple. « Oh mon Dieu, tu as fait une crise hier, c'était tellement difficile pour toi quand tu es arrivé de l'école, tu vis beaucoup de stress de ces temps-ci. » Bon, et on va répondre comme ça dans une perspective où est-ce qu'on comprend que c'est difficile pour l'enfant. Et l'adulte va exposer les sentiments de l'enfant en les nommant, tout simplement. Parfois, si la personne est déjà dans la crise, ça peut être comme aggravant. Donc, parfois, on veut juste qu'on va mais à un moment donné, on veut nommer aussi « Oh mon Dieu, tu as eu vraiment peur ou tu vis beaucoup de stress de ces temps-ci. C'est normal que, à un moment donné, tu pètes une coche, c'est trop. »
Donc, on veut vraiment les nommer, ces sentiments-là. Et aussi, c'est de retrouver, on veut revenir à réparer la relation. Donc, je comprends que le parent, par exemple, s'il y a eu un comportement qui était violent vers le parent, c'est quand même aux parents d'aller chercher à réparer la relation par des gestes réparateurs. Donc, des gestes réparateurs, par exemple, c'est ce qu'on veut premièrement, c'est de s'asseoir avec la personne, nommer ses émotions et de dire, bon, par exemple, je donne une carte, dire voici l'impact de ce que ça m'a fait. Voici ce que je pense qui s'est passé et voici comment j'aimerais qu'on répare la relation. Et parfois, c'est d'aller chercher la personne, par exemple, par des choses qu'il aime, que tu vas pouvoir connecter avec la personne. Tu sais, il aime ça aller promener le chien, allons promener le chien ensemble. Là, on s'entend, ce n'est pas pendant la crise, c'est par après, pour réparer la relation. Et pendant qu'on est bien avec la personne, on peut réaborder ce sujet d'une façon qui n'est pas blâme, qui apporte du blâme ou de la honte chez l'enfant. Ou est-ce que je peux te mettre du vernis, ou si c'est un plus jeune enfant pendant qu'il est dans le bain. Donc, essayer de trouver un moment où est-ce que l'enfant va avoir assez une connexion pour avoir une discussion. Donc, ce qu'on veut, et ça ne va pas nécessairement arriver après une fois, OK? C'est pratique, 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 répond toujours avec empathie et à long terme, il va avoir une réparation de la relation, une plus grande confiance de l'enfant envers l'adulte et l'enfant va être plus capable de demander pardon, de se sentir coupable et non honteux. Donc, se sentir coupable, c'est de dire j'ai fait quelque chose de mal, je ne suis pas quelqu'un de mauvais. Grosse différence. L'enfant va être plus capable de se sentir digne d'amour. Et aussi, vont développer beaucoup plus d'empathie. On va voir que l'enfant va être plus capable de voir « Oh non, j'ai fait ça, mon parent s'est senti de telle façon. » Là, j'utilise beaucoup de parents dans mes exemples, mais ça peut être la parents d'accueil, grands-parents, frères et sœurs, où on parle d'enseignants, d'autres relations en fait d'adultes à enfants. Donc, frères et sœurs, ça serait plus s'il y aurait une grosse différence d'âge ou est-ce que la personne a plus un rôle de donneur de soins, non pas une relation où est-ce que c'est égalitaire. Donc, ça, c'est quelque chose que je vois de plus en plus dans la pratique où est-ce que l'enfant, dès qu'il se tourne vers la honte, on le ramène vers non, non, tu peux te sentir coupable et fais un geste réparateur, fais une carte à cette personne-là ou fais une tâche pour lui qu'il aurait dû faire. Puis ça amène, non pas, ça ne va pas augmenter la frustration de la personne. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de réparer la relation et de comprendre l'impact. Une autre tactique que j'utilise beaucoup, c'est les histoires. Kim Golding, entre autres, a écrit un livre, ça s'appelle Building Stories for Traumatized Children. C'est seulement en anglais, c'est super bon. Et moi, j'utilise cette tactique-là pour pas qu'on m'arrive avec justement l'armure de la honte. Donc, par exemple, le parent va me dire « Maude, voici ce qui s'est passé. » Donc, je vais prendre une histoire, exemple, avec des animaux parfois, et je vais dire « Bon, le petit panda, voici ce qu'il a fait, qu'est-ce qui s'est passé. » Donc, l'enfant me voit venir souvent, honnêtement, mais parce que c'est une histoire, va être moins porté à dire « Ah, là, tu parles de moi, mon parent », et tout de suite se tourner vers « Bon, qu'est-ce que je vais lui raconter pour pas qu'elle me blâme ou pour réduire un peu la honte que je peux ressentir. » Donc, ça peut être fait de façon un peu enjouée ou parfois de façon un peu plus sérieuse. Puis, ce qui se passe, c'est que l'enfant va être souvent capable de dire « Bon, qu'est-ce qui aurait pu se passer à la place? Quel autre choix aurait pu être fait? Pourquoi le parent avait ou l'adulte avait mis ces règlements-là? » On peut parler des situations qui compromettent la sécurité. Par exemple, le petit panda était parti avec des pandas qu'il ne connaissait pas ou il était parti seul, donc il y avait un lion, c'était dangereux. Puis là, après ça, souvent, on va rire, on va dire « Ben oui, on parlait de toi, de ce qui s'est passé, puis voici ce qu'on aurait pu faire. » On est plus en mode, disons, solution pour la prochaine fois. Ce qu'on essaie de faire aussi, c'est de dire, bon, voici qu'est-ce qui serait le plan la prochaine fois. On se met d'accord et on veut que ce plan-là soit visuel et que la fois d'après, on le revise en thérapie ou on le revise à l'école et à la maison. Donc, comme il y a une difficulté à généraliser les acquis, c'est d'avoir
dans le fond, accès aux mêmes apprentissages ou aux mêmes informations dans différents environnements. Ça, c'est difficile pour quelqu'un qui a un TSAF. Donc, on veut le pratiquer, cet acquis-là, dans différents environnements. Et plus on va le faire, plus ça va devenir naturel. Donc, ce qu'on veut, c'est que l'enfant soit de plus en plus capable de venir avouer leur tort eux-mêmes. Ce qu'on recommande aussi de souvent venir renforcer, comme OK, tu veux que ton enfant avoue, ben quand tu te l'avoues, comme donne-lui, si tu peux, une récompense, dire wow, tu l'as dit au moins, et tu veux vraiment que ton enfant soit capable de venir vers toi, spécialement, je dirais, pour des comportements dangereux parce qu'on veut être au courant, on veut pouvoir intervenir. Donc, une autre chose qu'on ne fait pas beaucoup et qu'on ne parle pas tant que ça, c'est la capacité de régulation du parent. Donc là, je ne veux pas mettre toute la pression sur le parent ou blâmer le parent. Clairement, c'est très difficile d'élever un enfant qui a un TSAF. Et il y a certains parents qui sont rendus au point où est-ce qu'ils sont traumatisés, on va en parler. Mais il ne faut pas nier que la capacité de régulation des émotions du parent est vraiment en lien avec l'enfant. Donc, ça, j'ai mis ça parce que, tu sais, tu as des enfants qui te pèsent sur le bouton toute la journée, OK? Donc, c'est important aux parents d'identifier quels sont mes plus gros triggers, mes plus gros, là, ça me pèse sur le bouton solide, OK? Il y en a, c'est le manque de reconnaissance. Il y en a, c'est l'enfant qui se permet tout. Pas demander la permission pour rien. Il y en a d'autres que c'est le ton sur lequel l'enfant va te répondre. Donc, identifiez qu'est-ce qui est le pire pour vous et quelle stratégie vous pourriez mettre en place pour que ça ne vienne pas vous chercher autant ou pour que du moins vous soyez capable de répondre à ce comportement-là de façon adéquate. Parce qu'on s'entend, les affaires qui viennent nous chercher, c'est là souvent qu'on ne va pas répondre avec une approche qui est thérapeutique, qui va réparer la relation d'attachement. Okay? On va répondre avec, en tout cas, d'une façon vraiment souvent dure et pas nécessairement adéquate. Donc, puis ça, je vous dis, c'est pas juste ah oui, oui, OK, je vous invite vraiment à le mettre par écrit. Qu'est-ce qui vient vraiment me chercher là? Mais, disons les 3 affaires les pires et d'avoir des stratégies qui sont sur le moment. OK, quand mon enfant fait ça, qu'est-ce que je peux faire qui va vraiment m'aider à rester calme? Je peux vous en nommer quelques-uns qui sont dans les communs, mais vous aurez peut-être vos propres stratégies. C'est de respirer, premièrement, OK, de vraiment venir expirer plus longtemps que vous inspirez. Donc, 1, 2, 3, 4. Vraiment, ramener là, notre cerveau à un état, OK, on est capable de rester calme. Puis, c'est d'être capable de l'identifier. Là, en premier, c'est comme, OK, là, il vient de peser sur mon bouton solide, je sens la pression monter, tout de suite, je respire. Un autre exercice, c'est d'essayer de, quand l'enfant nous parle, de visualiser. Visualiser, ça peut être la souffrance qu'il a vécue en tant qu'enfant. Ça peut être visualiser aussi les troubles peut-être cognitifs qu'il a, de visualiser son cerveau. OK, son cerveau est magané, on essaie de visualiser ça quand on le regarde. Un autre exercice de visualisation que vous pouvez faire, s'il y a quelque chose qui se répète souvent, c'est de prendre un temps où est-ce que vous faites un exercice vraiment de visualisation. OK, vous êtes assis, vous pensez à une situation qui arrive souvent. Mettons, vous arrivez dans la chambre de votre enfant et il a pris son électronique sans vous le demander. Okay? Exemple, c'est ça qui vient vraiment vous chercher. Visualisez-vous avoir une réponse qui est adéquate. Qu'est-ce que je vais lui répondre? Qu'est-ce que lui va me répondre? Qu'est-ce que je vais répondre après? Et pas aller vers un scénario terrible, mais aller vers un scénario où est-ce que vous êtes capable de donner la bonne réponse et que vous continuez à être en empathie envers votre enfant. Plus on va garder cette relation d'empathie-là, plus l'enfant va le ressentir, votre réponse va être empathique. Et quand je dis ça, c'est aussi pour les professionnels qui travaillent avec ces personnes-là, parce que pour nous aussi, des fois, il y a des choses qui vont peser sur notre bouton plus que d'autres. Quand je parle de soins bloqués, c'est le concept de block care en psychothérapie dyadique développementale.
moi, j'appelle ça quand ton cerveau te dit « sauve-toi ». OK? En bon français. Donc, par exemple, dans le fond, je ne vais pas donner un exemple, je vais vous expliquer c'est quoi. C'est que, par exemple, on accouche, on a un beau petit bébé, il nous apporte de la joie, on va sécréter de l'oxytocine, OK? Et de la dopamine. L'oxytocine, c'est l'hormone d'attachement. La dopamine, c'est une hormone de joie. Donc, on va vouloir être avec notre bébé, il va avoir le petit sourire social, ça nous fait sécréter des hormones de joie. Donc, même s'il pleure, c'est difficile. En même temps, ton bébé te le rend. Donc, il y a une relation quand même de réciprocité et ton cerveau te dit « Ah, on se sent bien là-dedans, on veut continuer. » Même chose, tu manges quelque chose qui te rend malade, à un moment donné, ton cerveau va dire « Ah, va pas vers ça, c'est pas le fun. » Ou c'est une situation fâcheuse dans un certain environnement, tu n'as plus le goût d'y aller. Ton cerveau dit « Non, tu vois, ça ne te tente pas. » Okay? C'est toute la notion de l'apprentissage. C'est la même chose pour les soins bloqués. C'est que si tu as un enfant qui a des gros troubles d'attachement ou des gros troubles du comportement, des comportements dangereux, inadéquats, spécialement envers toi, qui poussent tes boutons tout le temps, ça devient traumatisant. En fait, ton cerveau, au lieu de sécréter de l'oxytocine et de la dopamine quand il voit ton enfant, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sécréter de l'hormone de stress. Donc, ton enfant rentre dans la pièce et ce que ton cerveau dit, c'est « sauve-toi, reste pas là, c'est pas bon pour toi ». Ça, c'est quelque chose que beaucoup de parents vont vivre. Puis juste de l'expliquer, je pense que ça l'enlève le sentiment de honte de « Oh mon Dieu, j'ai même pas le goût d'être avec mon enfant ». Mais c'est normal. C'est normal de ne pas vouloir être avec quelqu'un qui nous rejette et qui pèse sur notre bouton constamment. Donc, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de rebâtir une relation où est-ce qu'on va recommencer à sécréter de l'oxytocine et de la dopamine. Donc, il faut trouver des moments où est-ce que l'attachement est bon, où est-ce que c'est pas demandant pour l'enfant et le parent, c'est juste joyeux et c'est confortable. Donc, c'est d'essayer d'identifier des moments où est-ce que on donne des soins, par exemple, c'est agréable pour les deux, ou on joue à un jeu que pour les deux, c'est agréable, mais pas juste comme un jeu qui est le fun pour l'enfant. Il faut que le parent aussi puisse aimer ça. Et des fois, c'est même de regarder son enfant quand il fait quelque chose qui est bien, de dire « Ah, je l'aime cet enfant-là » et de penser aux choses qui sont positives chez cet enfant-là pour lesquelles on l'apprécie. Juste d'être, comme on dit en anglais, mindful, d'avoir une attitude de pleine conscience sur ces points positifs-là. Ça peut vraiment aller revirer un peu tout l'aspect de soins bloqués dans notre cerveau. L'autre chose aussi, c'est de prendre soin de soi à long terme. Donc, je sais que c'est un peu cliché de dire, bon, le self-care, il faut prendre soin de soi. Puis là, je ne parle pas juste comme aller prendre un bain, puis un manucure, tout ça au spa. Ce n'est pas de cette façon-là. C'est vraiment ce qu'on se rend compte, c'est que les personnes qui sont capables de prendre ne serait-ce que 10-15 minutes, quelques fois dans leur journée, pour eux, pour se calmer leur esprit, pour se recentrer, vont avoir un équilibre mental plus sain, en tout cas, être plus capable de continuer. C'est difficile aussi d'avoir des occasions de répit, mais c'est quelque chose, je pense, qui doit être travaillé avec les travailleurs sociaux, psychothérapeutes, les personnes qui vous aident. Gênez-vous pas pour demander et dire « j'ai besoin de répit ». Est-ce qu'on peut être créatif ici et de dire, même si ce n'est pas la meilleure façon d'avoir du répit, il faut en avoir. Donc, allez voir les personnes qui sont autour. Est-ce qu'ils peuvent prendre une formation sur le TSAF et sur le trauma aussi, si possible? Est-ce que mon thérapeute peut parler à cette personne-là, à des gens clés autour pour donner au moins des petits moments aux parents, ne serait-ce que d'aller faire l'épicerie seule, par exemple. Donc, je vous encourage vraiment à le faire. Je sais que c'est difficile pendant la COVID, mais il faut trouver des façons de faire pour être capable de continuer à donner des soins à nos enfants qui sont empreints d'empathie. Donc maintenant, je vais vous parler de quelques cas que j'ai déjà eus pour terminer. Comme je disais au début, c'est basé sur des cas que j'ai déjà eus, mais j'ai changé des détails là, pour pas que vous soyez capable de les reconnaître. De toute façon, la plupart, c'est des cas que j'ai eus il y a 15 ans, donc
c'est probablement des vieilles personnes déjà. Donc, l'exemple d'Anna, j'avais été appelée parce que cette fille-là était en fugue. Elle avait seulement 14 ans, elle vivait avec le copain. Donc, c'était une situation qui était très dangereuse pour elle. Donc, ma mission, premièrement, c'était de retrouver Anna. Donc, je vais juste aller dans mes notes pour être sûre que je me souviens de tout. Donc, c'est ça. Ma mission, c'était de la retrouver. En fait, je ne vais pas donner les détails, mais je l'ai retrouvée en ville et j'ai réussi à la convaincre d'aller voir son médecin. Et ce qu'on a fait à ce moment-là, et ce n'est pas recommandé pour tout le monde, mais ce qu'on avait décidé de faire, parce que c'était tellement une situation dangereuse qui compromettait sa sécurité, c'est qu'on avait décidé de la garder à l'hôpital. Elle ne comprenait pas du tout le degré de dangerosité dans lequel elle s'était mise, l'impact de ses actions. On ne savait pas si elle était enceinte. Elle avait énormément perdu de poids en juste 3 semaines. Donc, en étant à l'hôpital, ça nous a permis de voir si elle était enceinte, si elle avait pris de la drogue et de lui donner aussi de l'éducation sur les comportements sexuels qui sont à risque. On lui a aussi, puis ça, c'est de pratiquer, de l'expliquer plus qu'une fois. Aussi, on lui a donné une contraception à long terme. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être fait aussi. Bien sûr, ce n'était pas contre son gré, là, c'est elle aussi qui avait consenti à ça. Et on a eu le temps de retravailler aussi la relation avec ses parents. Donc, ses parents étaient extrêmement fâchés du fait qu'elle s'était sauvée. Ils lui en voulaient énormément. Donc, elle ne pouvait pas de toute façon retourner dans ce contexte-là à la maison. Ça aurait été trop toxique. Donc, ça nous a donné le temps de travailler vraiment avec le parent et avec l'enfant pour en apprendre plus sur le TSAF et apprendre plus l'impact du comportement sur l'un et l'autre. Ça nous a permis aussi de créer un plan de sécurité, que si elle se sauvait, elle savait exactement qui elle pouvait appeler, elle connaissait le numéro de téléphone par cœur, elle savait les endroits qu'elle pouvait aller aussi, s'il y a quelque chose qui se passait. Donc, c'est vraiment une approche, je dirais, de réduction des méfaits parce que vraiment, tu sais, c'est triste de devoir donner ce genre de traitement, ce plan de sécurité-là à un enfant de 14 ans, mais en même temps, c'est mieux ça que le fait qu'elle n'aille rien et qu'elle soit dans une grosse situation de vulnérabilité. On avait aussi même parlé avec les gens avec qui elle avait été en contact, dont le copain, les parents du copain, pour leur donner de l'éducation sur le TSAF et le trauma, pour qu'ils puissent comprendre un peu la situation, que Anna n'était pas, dans le fond, en danger à sa maison, parce que c'est un peu ça qu'elle avait dit, mais qu'elle avait un TSAF et qu'elle n'avait juste pas le goût d'avoir des règlements à la maison. Donc, comme on avait eu une bonne réponse de ces personnes-là, on avait pu travailler avec eux aussi pour que si elle allait à leur maison, ils la gardaient en sécurité jusqu'à temps qu'un travailleur social venait la chercher ou les parents. Donc, ça, c'est des situations qui peuvent arriver, qui sont de toute évidence très dangereuses. Et dans ces situations-là, comme je disais, on va avoir une approche de réduction des méfaits. Donc, même si les parents ne sont pas nécessairement confortables avec la contraception à 14 ans, que oui, si la personne part à des numéros d'urgence, c'est quelque chose, des fois, qu'on n'a pas le choix de faire parce que c'est un mal pour un bien, tout simplement. Puis, heureusement, Anna, elle avait été retournée à sa maison. Elle avait une très bonne relation avec son frère. Son frère l'a aidé beaucoup. La mère était aussi plus capable de voir les gestes que l'enfant faisait quand elle voulait réparer la relation. Là, je vous donne un exemple. Anna, elle avait fait un petit bracelet. Puis, quand elle avait vu maman, elle lui avait donné. Pour moi, c'était très clair à dire, regarde, tu sais, je m'excuse, je veux réparer la relation, mais la mère était comme, non, très fâchée, j'accepte pas ton cadeau. Mais là, maintenant, tu es plus en mesure de faire ça, même si ça pesait sur ses boutons. Puis, c'est ça, dans le fond, Anna n'a plus vraiment eu tant de contact, en fait, avec le copain. Donc, ces situations-là, ils n'ont pas eu à être gérées, en tout cas, jusqu'à temps que
du temps que je l'ai eu sur mon caseload, en tout cas. Donc, Benoît. Benoît, c'était un jeune adulte, en fait, qui avait eu beaucoup de traumatismes dans son enfance. Il se frappait beaucoup, frappait ses parents, il se désorganisait beaucoup. Il y avait plusieurs diagnostics de santé mentale, outre le TSAF. Il prenait énormément de médicaments. Donc, c'est un jeune aussi qu'il y a beaucoup de professionnels de la santé mentale qui disaient non, il ne fit pas mes critères, il y a trop de diagnostics, moi je ne le prends pas. Tu sais, quand la personne a trop de diagnostics, c'est comme si ça rentre dans l'expertise de personne. Donc, moi, je l'ai pris avec mon petit chapeau de TSAF. Et ce qu'on a fait vraiment, c'est un peu mon approche que je parlais tantôt. Est-ce qu'il dort bien? Est-ce que tu peux aller te coucher à des heures qui sont régulières? Donc, tout ça, c'était un processus. Bien manger, manger moins de sucre, faire des meilleurs choix à ce niveau-là, aller prendre une marche presque quotidiennement et de faire de l'exercice aussi à tous les jours. J'avais un petit exercice aussi que je lui donnais, juste apprendre à respirer, puis on le pratiquait à tous les jours. Puis, comme ça, quand il y avait une situation, le parent était plus capable de juste lui rappeler, OK, on veut respirer. Cette personne-là même a pu réduire beaucoup la prise de médication. Ce n'a pas été un gros traitement de santé mentale. Juste de mettre ça comme base a vraiment beaucoup fait progresser cette personne-là. En plus, je dirais que ses parents me disaient que juste le fait qu'il fait de l'exercice physique, s'il n'en fait pas, probablement qu'il va avoir une situation difficile dans la journée à gérer une genre de crise. Mais dès qu'il voit, il fait son exercice le matin, là, il y a une meilleure journée. Donc, on l'a vu, on était capable de voir c'est quoi les facteurs vraiment de réussite pour cette personne-là. Je vous dirais aussi que les personnes avec qui on a le plus de succès, c'est les personnes qui viennent à toutes les semaines. Puis là, je ne dis pas ça, OK, il faut que tu vois ton thérapeute à toutes les semaines, tout ça. C'est pas évident avec les listes d'attente et c'est pas évident pour les familles non plus. Mais moi, de ce que je vois, plus il y a un suivi serré, spécialement au début, plus on est capable d'avoir un suivi. Là, tu fais. Est-ce que tu as mis ça en place? Et s'il ne le met pas, c'est quoi la solution pour que ça se fasse? On était capable d'avoir vraiment un meilleur résultat avec les personnes qui viennent à tous les semaines au début et avec lesquelles, au moins, on peut avoir un suivi serré, ne serait-ce qu'appeler une fois par semaine. Donc, cette personne-là, une fois qu'on avait cette base-là aussi, on a pu parler de ses traumatismes. Ça s'est fait beaucoup à travers les histoires. Comme je disais tantôt, parler le petit chien, par exemple, a vécu tel truc. C'est pour ça, quand il y a d'autres gros chiens qui approchaient, ils se mettaient à grogner, ils voulaient mordre. Tout ça, c'était pour le jeune homme vraiment une façon d'explorer son histoire et de dire « Ah, OK, oui, c'est comme moi, c'est pour ça, dans le fond, que j'ai tellement de la misère, je suis tellement insécure au niveau de la nourriture. Je pense que des gros chiens qui venaient me le prendre quand j'étais petit. » Ou tous ces exemples-là, d'être capable de le transposer à quelqu'un d'autre, c'est comme sécurisant pour eux. Et ce que ça l'a amené aussi, c'est qu'il était capable d'avoir plus d'empathie sur les personnes qui étaient autour de lui et qui l'ont blessé quand il était jeune. Donc, autant que cette personne-là était très dure sur ses parents biologiques, sur les autres personnes des familles d'accueil, maintenant, il est plus capable de dire « OK, ces personnes-là, c'était aussi des personnes souffrantes. » Et il est capable d'avoir de l'empathie pour ces personnes-là. Là, il y a beaucoup moins de colère. Mais ça, je vous dirais que c'est un processus qui a pris au moins 1 an. Donc, Benoît, maintenant, c'est un jeune homme qui a encore le TSAF, qui va encore avoir besoin de soutien tout au long de sa vie, autant au niveau de l'emploi, au niveau aussi du logement. Mais c'est quelqu'un qui est beaucoup plus en paix avec lui-même, beaucoup plus en paix avec son passé et que je dirais même qui est en santé maintenant et qui est agréable d'être avec lui. Et ce n'est pas quelqu'un qui frappe les autres et qui se frappe lui-même non plus, heureusement.
Donc, il me reste juste quelques minutes. Je vais vous parler de Janie. Janie, c'est un enfant qui est en famille d'accueil en vue d'une adoption. Elle a vécu, elle aussi, beaucoup de traumas. Donc, il y a l'aspect de SAF, il y a l'aspect, les traumatismes à travers ça. Puis, elle fait des grosses crises et souvent. C'est un gros trigger. Quand on parle de peser sur le bouton pour ses parents d'accueil, c'est très difficile. Donc, ses parents ont tout essayé. Ils ont essayé crier par-dessus, en va dans ta chambre. Ils ont essayé aussi d'être, oui, oui, très, 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 très calme. Ça ne marche pas non plus. Ils ont essayé les grosses punitions. Ça ne marche pas. Donc, ce qui a fonctionné, c'est vraiment que le parent soit capable d'être calme, mais dans leur visage, être capable de voir oh mon Dieu, ça c'est difficile pour toi, je comprends. Ah non, ça n'a vraiment pas d'allure ce qui s'est passé. D'être capable de le nommer et d'être, si on veut, presque dans la crise avec la personne, pas en train de crier des choses, pas en train d'agir en conséquence, mais de rester calme et de montrer qu'une grosse compréhension de la détresse de la personne. C'est des personnes aussi qui ont dû adapter l'environnement, ils ont dû enlever les choses qui se brisent dans la maison, qu'elles pourraient lancer. Et ils ont aussi un réseau de soutien. Donc, par exemple, si Janie se met à avoir une crise ou est-ce qu'ils savent qu'il pourrait avoir des comportements de violence, tout de suite, ils vont appeler un ami qui vit pas loin et cet ami-là va venir à la maison, va venir les aider, va dire, soit parler à Janie, parfois juste sa présence, Janie va se retirer et arrêter. Donc, il y a un réseau aussi. Si quelque chose arrive de trop intense, c'est sûr qu'il y a déjà eu des maintiens physiques, mais autant que possible, on essaie d'éviter ça. On veut que Janie soit dans une pièce où est-ce qu'elle est en sécurité. Donc, parfois, ça peut être dans sa chambre. Des fois, je sais qu'on dit là, quand on fait les cours, par exemple, comme Pride, on fait un sit-in, on veut être avec la personne. Mais parfois, la personne a vraiment besoin d'être seule. On veut juste garder un œil sur la personne. Donc, l'enfant, comme Janie, a besoin d'aller se retirer dans sa chambre et d'être seul. OK? Parfois, il faut aussi enlever la porte pour être capable de voir ce qui se passe dans la chambre pour pas que la personne se blesse. Parfois, la porte est arrachée aussi. Donc, on veut c'est encore une approche, dans le fond, de réduction des méfaits où est-ce qu'on veut réduire l'impact de ce qui pourrait arriver. Donc, pour revenir à certains éléments clés, je n'aurai pas le temps de toutes les voir, c'est que ça prend autant en thérapie ou pour le parent une constance, un engagement à vouloir réduire ces comportements-là. Certains comportements vont rester, mais du moins les comportements de violence, on ne veut plus les avoir. Et ça va prendre une constance, une réponse pas mal toujours la même affaire, au même comportement, souvent, et de les pratiquer, de visualiser comment on peut répondre, d'avoir un plan, et aussi, comme je disais, que toute la communauté autour de la famille puisse soutenir la famille, soutenir l'individu, être informé sur le TSAF et s'il y a eu le trauma, pour pouvoir soutenir cet individu-là, la famille, savoir comment répondre, venir s'ils ont besoin ou avoir du répit. Encore, chaque personne avec le TSAF est unique, ils ont besoin d'un soutien différent. Ma présentation est quand même généralisée aux enfants qui vont avoir des comportements violents. Ce n'est pas tous qui en ont, mais j'espère que si votre enfant ou la personne que vous soutenez a des comportements violents, j'espère que ça vous a donné quand même certaines pistes. En tant que communauté, je vous dirais qu'on veut vraiment répondre à ce besoin-là. Avec Adopt for Life, on commence à regarder des programmes qui pourraient être intéressants comme Non-Violence Resistance, qui va être aussi disponible en français et qui va être une approche communautaire en réponse à cette violence-là que les parents peuvent expérimenter. J'aimerais finir par le fait que c'est une citation de Bresson Vanderkolk qui a écrit The Body Keeps the Score. Ce qu'il dit, c'est que le facteur le plus important pour la santé mentale d'une personne, c'est d'avoir des relations qui sont sécurisantes,
C'est ça qui est fondamental pour une vie qui est satisfaisante. Puis ça, c'est pas juste pour nous, c'est aussi pour les personnes qui ont un TSAF. Donc, c'est vraiment d'identifier pas juste des parents pour cette personne-là, mais une équipe de personnes qui vont venir soutenir cette personne-là à avoir le plus possible des relations qui sont saines. C'est comme ça qu'ils vont pouvoir se sentir soutenus et qu'on va pouvoir aussi éviter les impacts secondaires du TSAF, qui est être sans abri, qui est la dépendance aux drogues, tout ça, pouvoir prévenir ça, mais aussi qu'ils puissent avoir une vie qui est satisfaisante et qui est significative. Donc, je vous remercie et je vais être aussi présente pour la session de questions et réponses qui va avoir lieu sur l'heure du midi. Donc, je vous invite à venir me voir si vous avez des questions. Merci beaucoup.